With Madam Vice President Kamala Harris. How are you? Very well, Charlamagne. How you doing? Today, this is the first time that we've been able to say is we are sitting down with Mr. President. Woo. Mr. President, thank you so much for being here. Thank you both. I'm so happy to have you here. Thank you. You do me great honor to be here. Have a good time. We appreciate it. Thank you so much. Good luck with your lives. Thank you. You as well. Tout ça, ce sont quelques podcasts auxquels ont participé les candidats à la présidentielle américaine depuis le début de la campagne. Pourquoi ? Parce qu'il se pourrait bien que le podcast soit un moyen plus efficace d'atteindre les électeurs que les médias traditionnels. On récapitule. Joe Rogan est le plus gros podcasteur du monde avec plus de 14,5 millions d'abonnés sur la plateforme d'écoute Spotify et 17 millions sur YouTube. Alors quand Donald Trump est apparu au micro de son émission, The Joe Rogan Experience, le 26 octobre, les médias y ont prêté une oreille. All right, we're rolling. Good to see you, Let's sir. go. Here we go. Le quotidien britannique The Guardian estime par exemple que Donald Trump y est apparu comme vieux et bête, mais il a été politiquement épargné par cette interview complaisante. C'est l'une des meilleures interviews politiques que vous pourrez écouter, mis à part le fait que Donald Trump tourne souvent autour du pot et ne répond pas toujours directement aux questions de Joe Rogan, prévient le média économique Forbes. Le New York Times, lui, semble regretter qu'une grande partie de la discussion porte sur les thèmes récurrents des discours de campagne décousus de Donald Trump. Mais tous s'accordent sur une chose. Pendant cette campagne présidentielle, les médias authentiques ont pris le pas sur les médias traditionnels, résume John Brandon de Forbes. Contrairement aux reportages diffusés à la télévision, dans le podcast de Rogan, on voit qu'il n'y a pas eu de coupure ni de montage. L'interview de 3 heures est strictement la même que pendant l'enregistrement. You need at least the attitude of a comedian when you're doing this business. This is a very dangerous business, first of all. It's a very tough business. It's the most dangerous business. Un aspect brut qui correspond parfaitement aux réseaux sociaux et qui offre la possibilité aux candidats de promouvoir une image plus relâchée auprès d'auditeurs souvent éloignés de la politique. Les candidats se prêtent davantage à des interviews plus informelles et moins contradictoires menées par des personnalités qui ne sont que vaguement familières avec les subtilités de la politique, raconte par exemple le New York Times. Alors depuis le début de la campagne, chacun des deux candidats a participé à plusieurs podcasts. En plus de la Joe Rogan Experience, Donald Trump est aussi venu chez Bussin' with the Boys, Andrew Schultz Flagrance et chez Theo Von. We had the greatest economy in history when I was president. Oh yeah, our cousin got a boat. Le but, atteindre le public de ce podcast, de jeunes hommes souvent abstentionnistes, explique le New York Times. Même idée chez Kamala Harris, la candidate démocrate s'est rendue chez Unlocking Us, All the Smoke, The Breakfast Club, des podcasts surtout écoutés par un public féminin et ou noir, analyse là encore le quotidien américain, mais aussi chez la très suivie Alex Cooper, dans son émission Call Her Daddy. Pendant 40 minutes, les deux femmes ont évoqué comment Kamala Harris fait face aux doutes et aux attaques personnelles, comment elle compte s'y prendre face à l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade, et face aux agressions sexuelles dans le pays, et comment elle fera du pays un endroit plus sûr pour les femmes, énumère le Los Angeles Times. I was the first vice president or president to ever, in office, go to a reproductive healthcare clinic. Ever. Really? Yes. 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 I didn't know that, but I guess that makes sense. En résumé, la stratégie est simple. La plupart de ces podcasts ciblent un public de niche. Les campagnes de Kamala Harris et Donald Trump ciblent chacune des minuscules franges de l'électorat qui restent indécises, affirme le New York Times. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Car même si ces plateformes ont des millions d'abonnés, le nombre d'auditeurs qui écoutent réellement leur podcast est difficile à mesurer, relève le quotidien. Ces formats ne mesurent pas l'audience aussi précisément qu'à la télévision, par exemple. Et selon un sondage de l'université de Suffolk et du média USA Today, environ 25% des électeurs susceptibles de voter pour Kamala Harris et 20% de l'électorat potentiel de Donald Trump ont écouté les podcasts où ils sont intervenus récemment, rapporte le New York Times, qui note d'ailleurs que les événements les plus regardés de la campagne ont été diffusés à la télévision. Il faudra donc attendre le 5 novembre pour savoir si les efforts des candidats pour être omniprésents dans tous les médias, traditionnels ou non, convaincront les électeurs indécis de se rendre aux urnes. En attendant, une chose est sûre, le podcast s'est fait une place dans la stratégie électorale. Même si ce média existe depuis plus de 20 ans, la présidentielle de 2024 est un tournant pour l'industrie du podcast, estime même le Washington Post. Le New York Times, lui, analyse le succès des podcasts dans cette campagne comme un symptôme de la fragmentation de l'univers médiatique, où les Américains peuvent créer leur propre fil d'actualité et d'information. Ainsi, les animateurs de podcasts dont certains ont des opinions extrêmes, par exemple Joe Rogan qui est anti-vax, jouent un rôle politique croissant, avertit le journal.